Salut les chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Voici réunis à nouveau ensemble pour traiter de l'énigme 560. C'est parti. Alors cette énigme a connu elle aussi plusieurs versions. Celle que vous voyez ici, c'est la version finale. Si on examine les versions précédentes, on constate quelques différences de vocabulaire principalement, mais globalement les mêmes idées sont présentes. On nous parle de l'ouverture. On constate que par rapport à la version finale, ces deux premières lignes ont été inversées. Donc on nous demande de voir la lumière céleste par l'ouverture. Quant à Carusburg, tu auras Albion dans le dos, ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste. On retrouve les mêmes notions, sois prêt à marcher sur les eaux, c'est du même genre. Tourne le dos septentrion, la formule sera un peu différente dans la version finale, c'est Neptune, dont il est question après, qui nous mènera loin du septentrion glacé. Par deux fois, elle devra t'aider. Dans la version finale, il viendra à ton secours, mais toujours deux fois. C'est le bon chemin, il ne faut pas t'arrêter. Dans la version finale, c'est n'interromps pas ton parcours. Par l'ouverture, apparaissent Léon. Dans la version finale, il n'est plus question de Léon, mais de la nef incalminée. Il faut tracer un trait pour que tu puisses aller sans dévier d'un pouce, donc être précis, une notion de précision ici qui nous a été donnée par Max quand il était questionné au sujet de cette expression. Tu ne regretteras pas ce que tu as fait, car parfois pierre qui roule amasse mousse. Pierre qui roule amasse mousse doit faire penser au proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Ce proverbe signifie que si tu voyages, en fait, si tu n'accumules pas de richesse, contrairement à celui qui ne voyagerait pas. Ici, en fait, il te dit le contraire. Il te dit que si tu fais le voyage, si tu fais le parcours dont il est question au-dessus, si tu parcours le trait, tu pourras découvrir quelque chose. Car on nous dit bien, il faudra tirer un trait pour que tu puisses aller. Donc, il y a bien une notion de déplacement le long de ce trait. Et en se déplaçant le long de ce trait, tu vas faire le voyage et tu vas découvrir quelque chose, contrairement à ce que dit le proverbe. La version intermédiaire, on retrouve les mêmes idées, c'est surtout la fin qui est plus concise. On te dit juste tire un trait sans dévier d'un pouce et alors seulement tu amasseras mousse. Les idées sont présentes, sont les mêmes que dans la version précédente, juste le vocabulaire qui change un peu. Et dans la version finale, eh bien voilà, on retrouve les deux premières lignes, donc comme je vous ai dit, qui ont été inversées. On ne s'attarde pas, on ne demande pas le reste, on s'apprête à marcher sur les eaux, deux fois Neptune vient à notre secours. Vous voyez, les idées sont les mêmes, c'est juste un peu la présentation qui est différente. Le septentrion a été remplacé par un septentrion glacé. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours. Le Léon a été remplacé par la nef encalminée, sans dévier d'un pouce, tire un trait, tu ne regretteras pas ce que tu as fait. On est toujours sur les mêmes idées. Côté CDC, alors là, il y a eu deux versions également. La principale différence, c'est l'inclinaison du trait qui devait fendre la page dans l'autre sens, mais en partant du bas. C'est-à-dire que si le trait avait été dans l'autre sens, le crayon n'aurait pas été par exemple comme ceci, mais il aurait plutôt été comme cela, puisque on partait du bas pour aller vers le haut. Et là, on part du haut pour aller vers le bas, voilà, ce qui donne ce visuel. Deuxième différence, c'est le petit coquillage ici. On s'aperçoit qu'il n'est pas demandé du tout dans le CDC. Bon, il est arrangé dans la catégorie des pétouilles.
le genre de choses dont moi je ne tiens pas compte, et pourtant il a fait couler beaucoup d'encre, ce coquillage. Mais on met à la poubelle, je garde pas, c'est pas dans le CDC, je m'en occupe pas. Alors, cette énigme, pour moi, depuis qu'on a pris connaissance de l'ouvrage intitulé L'œuf du père Méhu, on sait que la chasse est structurée en 9 énigmes qui nous amènent quelque part, et 2 dernières énigmes qui vont nous permettre de trouver la cache. Donc, la 9e énigme, on y est, c'est celle-ci. Donc, on s'approche de la cache. Il était pas question, à partir du moment où vous aviez trouvé l'ordre des énigmes, de vous rendre directement à la fin en vous disant je vais résoudre la dernière énigme et comme ça je vais gagner du temps. Les auteurs des chasses au trésor ne sont pas stupides et connaissent bien ce problème. C'est pour cela qu'en général ils font en sorte, quand ils ont plusieurs énigmes dans leur chasse au trésor, de ne pas pouvoir court-circuiter les premières pour pouvoir comprendre la dernière, et d'avoir besoin d'avoir résolu les premières pour pouvoir résoudre les dernières. C'est le cas de la 560 pour moi. Déjà, ça commence par le fait qu'on nous parle d'ouverture. Donc l'ouverture, si vous n'avez pas fait la 530, vous ne savez pas ce que c'est. Donc il faut avoir fait la 530. 530, je vous rappelle, c'était le tout donnait l'ensemble de ces lettres. On restait simple en 530, on les prenait dans l'ordre où on les trouvait, ce qui nous donnait un lieu pour démarrer le jeu. Entre autres, la ville de Bourges. L'ouverture et Carusburg, dont il est question dans le texte, l'ouverture, c'est que c'est Bourges. Carusburg, sans trahir un secret, on va voir qu'il s'agit d'une des 10 villes également de ce tableau. Donc on se dit que peut-être on va avoir besoin du tableau, et pour cela, et des villes qui le composent. Et pour cela, il fallait avoir résolu la 580, qui nous fournit le nom de ces villes. Et pour moi, j'ai une 11e ville, une ville qui commence par un L, qui est la ville de Limoges. Donc les 11 villes réparties dans ce tableau. Donc les énigmes 470 et 580. Ensuite, il fallait avoir résolu l'énigme 600, car je vous rappelle qu'on a une nièce qui nous le dit quasiment clairement. Né clé en main, on va voir qu'il s'agit d'une anagramme de nef encalminé dont il est question dans cette énigme, et qui nous faisait le pont entre la 600 et la 560. Donc nécessité d'avoir résolu cette énigme pour comprendre de quoi il s'agissait. À mon sens, il faut également l'énigme 500 pour comprendre ce que veut dire ne demande pas ton reste. Je vous rappelle que ce que l'on faisait en 500, grâce à la solmisation, nous copions le début des mots pour ne garder que le début, et on ne demandait pas le reste de la phrase. Pour moi, ne demande pas son reste, c'est une action du même style. Et enfin, on a besoin d'avoir fait la 420, car on nous parle ici de lumière céleste. Je vous rappelle qu'en 420, nous avions une lumière qui venait du ciel et qui va probablement être la lumière céleste dont il est question ici. Donc vous voyez, si vous n'aviez pas fait les énigmes précédentes, normalement, vous ne pouviez pas résoudre cette énigme 560, juste par les termes employés dans cette énigme. Donc Carlsburg, comme je vous le disais, eh bien, ça méritait pas mal de recherches. C'était pas évident à trouver, c'est pas dans le dictionnaire. Il fallait déjà de bonnes encyclopédies, quelques connaissances en langue ancienne, un peu en latin. C'est pas vraiment du latin, Carusburg. Alors Carus, oui, ça veut dire cher. Burg, c'est plutôt du saxon. Hein. Ça vient plutôt des langues anglo-saxonnes. Donc Carusburg, c'est l'ancien nom de Cherbourg. Au début du XIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1050 à peu près, et c'était
en langue d'Oïl étant la langue parlée à cette époque dans la partie nord de la France. Partie sud, on parlait des langues d'oc. L'ouverture, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'était Bourges en 530. Alors Bourges et Cherbourg sont les deux premières villes de l'énigme 580, d'où l'idée de retenir la liste complète. Effectivement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc Bourges, nous le retrouvions ici. Caruthburg, c'est donc Cherbourg ici. Ensuite, on nous demandait de trouver l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Alors, comment peut-on faire ça? Moi, la lumière céleste, je vous l'ai dit juste avant, c'était la lumière que je trouvais en 420, qui était déterminée par sa longueur d'onde, le 650 nanomètres, qui était donc le rouge. Donc, une ouverture, un ensemble de lettres BOURGES, qui me révèle la lumière céleste, ça devient rouge. Pour cela, il fallait passer la quatrième lettre en deuxième position. Si on fait ça au sein du tableau, on passe la quatrième colonne en deuxième colonne. Et là, nous avons bien l'ouverture qui nous révèle la lumière céleste, le rouge dont il était question en 420. Je dois ensuite comprendre ce que signifie ne pas demander son reste. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est la solmisation. Je ne vais m'intéresser qu'aux initiales des mots, comme je l'ai fait déjà plusieurs fois pendant toutes les énigmes qui ont précédé. Vous vous souvenez, B égale 1, enfin, plusieurs reprises, on s'est intéressé qu'aux premières lettres des mots. Là, une fois de plus. C'est ainsi que quand on me parle d'Albion, je dois comprendre qu'il s'agit de la Grande-Bretagne. Je tiens à préciser ça parce que j'entends souvent dans les forums Albion c'est l'Angleterre. Non. Albion c'est la Grande-Bretagne. Prenez votre dictionnaire, regardez Albion, vous allez voir qu'on parle de Grande-Bretagne. Et vous vous souvenez, Albion, je vous l'avais dit, 2 lettres majuscules. 2 lettres majuscules, moi, ça m'a fait penser aux signalisations que l'on met sur les voitures, les plaques à côté de la plaque minéralogique. On met 2 lettres pour identifier l'origine du véhicule, le pays d'origine. Et c'est ainsi qu'en 93, les Anglais mettaient un sticker GB sur leur voiture. Donc les 2 lettres qui identifiaient leur origine et qui sont obtenues par la solmisation de Grande-Bretagne, GB. On fait pareil avec septentrion glacé, ça va nous donner SG. Donc là, vous êtes en train de vous dire, où est-ce qu'il veut nous amener avec ça? Eh bien, on va reprendre les tableaux que je viens de préparer, et je vois que je trouve GB là justement avec l'ouverture et le Cherbourg, les 2 villes dont il était question juste avant. Et effectivement, je trouve les 2 lettres GB, Grande-Bretagne. Et si je regarde davantage sur mon tableau, je retrouve la proximité des 2 lettres S et G. Juste, oui, une petite précision. De nos jours, les Anglais ne mettent plus GB sur leur voiture, mais UK. Mais en 93, ils mettaient bien GB. Voilà, donc j'ai l'ouverture qui me révèle la lumière céleste, j'ai Caruthburg, j'ai Albion, j'ai septentrion glacé. Donc si je me place quelque part dos à Albion, c'est-à-dire ça doit être une de ces cases qui entourent et que je dois prendre une direction qui va m'en éloigner. La direction qui m'en éloigne, c'est celle qui m'éloigne du septentrion glacé, de SG. Donc il va falloir s'intéresser à cette partie du tableau. Donc tu auras Albion dans le dos et ça te mènera loin du septentrion glacé, effectivement,
en partant dans cette direction, je suis raccord avec ces deux déclarations. Et je suis conforme aussi avec l'inclinaison du trait qui est sur le visuel. Ensuite, on nous dit apprête-toi à marcher sur les os. Donc dans la même idée, les os, phonétiquement, c'est les O. Si je regarde dans la direction dans laquelle je me dirige, je trouve 2 fois la lettre O. Max me disait, les Z de Neptune vont t'aider à savoir dans quelle direction partir. Effectivement, là, ça me précise. Je suis donc toujours dos à Albion, je m'éloigne du septentrion glacé et je m'apprête à couper 2 fois les os, à marcher 2 fois sur les os. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours. Alors, quelle est-elle justement ma route? Eh bien, si je regarde ce que j'ai parcouru en quittant dos à Albion depuis Cherbourg, j'ai eu un E, un autre E. Là, je croise l'eau, je retrouve un E et je retombe sur l'eau. Donc mon parcours n'est composé que de E, sauf les 2 fois où je dois marcher sur les eaux. Alors que jusqu'à présent, je marchais sur des œufs. Ça, c'est juste pour faire un mot. Comment Neptune peut-il m'aider? Eh bien, Neptune, si je regarde, justement, il comporte 2 œufs. Donc, il va pouvoir m'aider à marcher sur les eaux en me prêtant ses œufs. Si je prends les œufs de Neptune et que je les mets dans l'eau, je fais des œufs dans l'eau. Et ainsi, je peux continuer mon chemin en ayant des E à la place des O. Donc, je n'interromps pas mon chemin. Je continue à marcher sur des E. Les 2 Z de Neptune consistaient donc à récupérer les 2 E du mot Neptune. Ensuite, quand nous sommes à la 2e lettre de Neptune, le texte nous dit d'apercevoir ou de voir plutôt la nef encalminée par l'ouverture. Alors l'ouverture, je rappelle, c'est Bourges. Quand je suis ici, voilà, je regarde par Bourges et je dois voir la nef encalminée. La nef encalminée, eh bien, quelle est-elle? Bon, là, si je regarde par Bourges, qu'est-ce que je vois? Je vois Noé, je vois Éon, je vois même Léon avec le L qui est là. Ça voudrait dire que la nef encalminée que je dois voir aurait un lien avec Noé. Et effectivement, c'est ce que me dit l'IS, parce que ce que j'ai trouvé à l'énigme 600, c'était l'arche de Noé, et je la retrouve là, à travers l'ouverture, en regardant par l'ouverture, je la trouve dans mon axe. Intéressant. Continuons. Je trace un trait, et avant de joindre la nef, qu'est-ce que je trouve? Oui, je trouve, alors ça, bon, je vous en parle, mais bon, c'est peut-être une coïncidence. Je croise un P et 3 R qui, pour moi, peuvent vouloir dire un point précis à trouver entre 3 rochers. Pourquoi je dis point et rocher? À cause de ce Madi. C'est Farlène qui demandait à Max, il lui disait ceci: on nous demande de ne pas demander son reste, mais sera-t-il utile de le faire plus tard? Et là, Max a répondu: tout ce que je peux vous dire, Farlène, c'est que c'est une excellente question, à laquelle, hélas, je ne peux pas répondre. Et là, il insiste 2 fois. Il dit: mais elle est excellente, donc il répète, et il dit: vraiment. Donc là, il ne peut pas répondre, mais ça sous-entend, alors c'est peut-être le pied des Madi, hein, ça je suis d'accord, quand il n'y a pas de réponse de Max, on peut se dire, tiens, ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire le contraire aussi, hein, ça c'était piège de Max. Il faut faire un choix. Là, le fait qu'il insiste en disant c'est vraiment une très bonne question,
peut suggérer qu'effectivement on peut redemander son reste. Alors, que voudrait dire redemander son reste? Si ne pas le demander, c'était s'occuper que de l'initiale du mot et oublier le reste du mot, redemander son reste, c'est reconstruire un mot à partir d'une initiale. Ce serait logique. Donc là, on a eu quoi? On a eu des œufs dans l'eau et on a un Y là. Alors, des mots qui commencent par un E dans l'eau, on en connaît, il y a œuf, les plus connus, c'est œuf, une œuvre, et l'œil, ça c'est les trois comme ça qui me viennent à l'esprit. Et là, donc, on a deux fois œil. Alors, je vous rappelle que nous étions en langue d'Oil aussi, ça peut être un indice, O-I-L, et on met un E en utilisant la langue d'Oil, ça peut être un indice pour reformer le mot œil, et non pas le mot œuf ou le mot œuvre. Et quand vous avez deux œils, en fait, vous avez des yeux. Et ça tombe bien parce que là où je m'arrête, je suis à proximité de la lettre Y. Pourquoi un Y? Eh bien, en fait, c'est la ville d'Issoire. Et quand on va voir la toponymie de cette ville, on voit que dans le temps, elle s'écrivait avec un Y. À quelle époque? Justement à l'époque où Cherbourg s'appelait Carlsburg, Issoire, ça s'appelait Issoire avec un Y. Et si on va voir le blason de la ville, c'est un Y stylisé un peu inversé. Donc je m'arrête près d'un Y quand je suis dans la deuxième aide de Neptune. Regardons maintenant sur la carte ce que ça donne. On va de Cherbourg à l'Île-Dieu, c'est ce qu'on vient de décoder avec notre petite table. Vérifions si ça correspond au texte. Effectivement, si je parcours la distance qui va de Cherbourg à l'Île-Dieu, je traverse deux fois les eaux. Une première fois en traversant la Manche, une deuxième fois une partie de l'Atlantique, et je m'arrête à l'Île-Dieu. Je ne traverse aucune autre terre. Ici, je frôle l'île de Noirmoutier, mais je ne la traverse pas, donc deux aides de Neptune, ça colle. Ensuite, arrivé à l'Île-Dieu, on doit regarder par l'ouverture, voir par l'ouverture, et on doit voir la nef encalminée. Alors moi, ce que je vois quand je regarde l'ouverture, je constate que je suis pile dans l'alignement de la ville que j'ai obtenue en 420, à savoir Besançon. Et la résolution du tableau que nous avons fait nous montrait, en regardant par Bourges, je trouvais Noé. Alors, comment on peut assembler tout ça? Alors, pourquoi Besançon serait-elle notre nef incalminée? Eh bien, déjà parce que nous avons l'IS numéro 20 qui nous disait « Né clé en main, dans la 600, tu la retrouveras en 560 ». Né clé en main, on sait que c'est l'anagramme de nef encalminée. Et en 600, ma nef encalminée, c'était le navire noir perché, c'était l'arche de Noé. C'est ce que nous dit aussi le petit tableau qu'on a fait précédemment. En regardant par Bourges, je vois Noé. Noé, l'arche de Noé, c'est la même chose. Donc ça colle jusqu'à présent, mais ça ne me dit toujours pas pourquoi à Besançon j'aurais mon arche de Noé et cette nef encalminée. Eh bien, si on se renseigne sur la ville de Besançon, on n'a pas à chercher très longtemps pour savoir ce qui est perché. Besançon a été construite dans une boucle de la rivière le Doubs, et ça isole un promontoire sur lequel a été construit par Vauban une magnifique citadelle. Pourquoi cette citadelle, donc perchée sur ce promontoire, serait l'arche de Noé et la nef encalminée? Eh bien, c'est facile aussi, en se renseignant, en téléphonant là-bas, on apprend
que cette citadelle abrite à la fois un zoo et un muséum, mais pas n'importe quel zoo et n'importe quel muséum. Ce sont un zoo et un muséum consacrés aux animaux en voie de disparition. Voilà. Les espèces rares de primates, d'oiseaux et de mammifères, tous inscrits sur la liste rouge de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, et menacés d'extinction. Et bien là, voilà, ça y est, on a notre réponse. Quoi de plus similaire qu'une arche de Noé, qu'un navire se consacre à la sauvegarde des animaux en voie d'extinction. Voilà, nous l'avons, notre arche de Noé. En plus, elle est perchée, ça colle. Un petit indice supplémentaire qui nous disait la nef est encalminée pour toute éternité. Donc la nef, là, ça y est, on sait que c'est ça. Quelle est l'utilité de cette IS? Eh bien, cette IS, si vous aviez la curiosité de compter les lettres, elle fait 35 lettres. 35, ça peut se ranger dans une table de 7 par 5. Et si on fait ça, on voit la nef est encalminée pour toute éternité, on voit apparaître l'anagramme de Noé et celui de musée. Et là, ça recolle avec ce qu'on a trouvé. Noé, musée, nef encalminée. Ça coche toutes les cases. On peut trouver également dans la presse des références à la citadelle comme étant une arche de Noé. Moi, j'hésite plus. Je vois ma nef encalminée depuis l'île-Dieu en traçant un trait qui passe par l'ouverture. Alors maintenant, il y a deux éléments que nous n'avons pas utilisés encore. C'est le visuel et le titre. Le visuel, clairement, ça représente une ligne qui partage les eaux. C'est ce qui était demandé dans le CDC. Un crayon qui fend la mer. Fendre, la définition, c'est diviser en deux. Donc on partage bien les eaux en deux. C'est une ligne de partage des eaux. Pour moi, il n'y a pas de doute possible. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de partage des eaux? En fait, c'est une ligne virtuelle qui chemine le long des crêtes et qui sépare des bassins versants. Les bassins versants de rivières ou de fleuves qui les drainent. Voilà. Et quand vous avez la jonction de plusieurs lignes de partage des eaux, 3 notamment, eh bien, c'est forcément un sommet, puisque les eaux coulent par gravité. Donc, depuis leur source vers leur embouchure, nous parcourons une descente. Et si vous remontez à la source de la jonction des partages des eaux, vous allez forcément vous retrouver à l'équivalent d'un sommet, d'un point haut. Et ben voilà, c'est le titre. Ad Angusta, vers les hauteurs, par de chemins étroits que sont ces lignes virtuelles, les lignes de partage des eaux. Per Angusta, les lignes de partage des eaux. Ad Augusta, le sommet, on arrive au bout. La carte des bassins versants des grands fleuves de France, je vais vous l'afficher maintenant. Voilà, la voici. Donc, nous étions dans la Méditerranée à Golfe-Juan, nous sommes passés à Cherbourg, puis à l'île-Dieu. Donc, nous étions dans la Méditerranée, nous sommes passés dans la Manche, puis dans l'Atlantique. Donc, ça pourrait concerner ces 3 bassins versants. Celui du Rhône qui se verse dans la Méditerranée, celui de la Seine dans la Manche et celui de la Loire dans l'Atlantique. Les lignes de partage des eaux, c'est la différence entre les couleurs. Ici
et ici, et elles se rejoignent en un point ici. Ce tripoint, il se situe dans un village à Meilly-sur-Rouvre et il est exactement sur la ligne que nous venons de tracer qui va de l'Île-Dieu à Besançon. Voilà. On regarde sur la carte ce que ça donne. Donc nous étions à Cherbourg, on arrive à l'Île-Dieu. On voit notre nef encalminée par l'ouverture, on sait qu'on est bien aligné. Tire un trait pour que tu puisses aller, vous vous souvenez de la première version, pour que tu puisses aller, donc il faut y aller. Et car parfois, pierre qui roule à masse mousse, donc en voyageant, faisant ce voyage, tu vas découvrir quelque chose. Et effectivement, j'ai découvert ce tripoint qui se situe très exactement sur la ligne que nous venons de tracer. Entre la Méditerranée, la Manche et l'océan Atlantique. Il s'agit de ce point-là qui se trouve très exactement ici. D'autre part, nous avions une IS qui nous disait, pour trouver la ligne de mire, l'ouverture est le bon guidon. Et là, c'est là que je situe l'utilisation de cette IS, car qu'est-ce que c'est qu'une ligne de mire? C'est que vous allez viser quelque chose. Vous allez viser grâce au guidon qui est au bout de votre fusil. Ça, d'accord. On l'avait tous compris. Mais une ligne de mire, c'est une ligne virtuelle qui va de votre cible au guidon de votre arme. Et c'est quoi qui est à l'autre bout? C'est les yeux. Donc c'est une ligne qui va des yeux vers votre cible. C'était bien une indication aussi que la ligne de mire part des yeux, de l'Île-Dieu, passe par le guidon et aller à votre cible. Donc ça confirme pour moi le point de départ et que nous avons la bonne ligne parce que nous partons de l'Île-Dieu. Une ligne de mire est une ligne virtuelle qui passe par le guidon de l'arme vers la cible en partant des yeux. Pour moi, l'énigme 560 est terminée. Nous avons notre point de destination. Nous arrivons au tripoint de partage des eaux de l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée qui se trouve dans le village de Meilly-sur-Rouvre, dans la Côte d'Or, département 21. Tiens. Vous verrez dans les bonus l'importance de ce 21, enfin l'importance, c'est pas partie des solutions, mais il se rapporte à une anecdote que nous a cité Becker. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amis chouetteux, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour l'énigme 650, mais avant cela, je vais faire une vidéo pour vous expliquer la structure des deux dernières énigmes. Je vais l'intituler Prélude à la 520 et à la 650 et la 520, qu'il sera important de visionner avant d'aller voir les deux vidéos 650 et 520, car vous risqueriez de ne pas comprendre ce que j'y expose. Donc je vous conseille fortement de visualiser cette vidéo avant. Amis chouetteux, salut, à bientôt et portez-vous bien.